Ce son caractéristique est devenu rare aujourd'hui. C'est le son de l'ivoire aux mains d'un artisan. Cet atelier près de Paris est l'un des derniers en France. Dans la famille Migeon, on est ivoirier depuis plus d'un siècle. Benoît, le fils, et Francis, le père, restaurent des œuvres d'art pour les grands musées ou les antiquaires et créent encore quelques sculptures originales. L'ivoire a un toucher inégalable. C'est une matière vivante, naturelle et donc très agréable à toucher. Ces défenses ont plus de 30 ans. Tout l'ivoire qui est travaillé ici est forcément ancien, car la réglementation internationale est très stricte aujourd'hui. Chaque morceau d'ivoire doit pouvoir être identifié avec un numéro d'immatriculation, qu'il soit sculpté ou brut. Par exemple, je viens d'acheter ces deux creux. Ce sont des bas de défense qui valent moins cher évidemment qu'une défense entière. Et voilà la facture du professionnel qui me l'a vendu. Ici, nous avons la description, bas de défense, le poids, 353 grammes, et le numéro CITES. C'est la traçabilité de l'ivoire depuis son importation en France jusqu'à sa vente à un particulier, par exemple. Interdit de commerce pour protéger les éléphants, l'ivoire est désormais une matière rare. On n'en trouve plus que dans les salles de vente, chez des particuliers ou dans quelques boutiques. Comme celle-ci, en plein cœur de Paris. C'est la seule de la capitale qui ne vende que de l'ivoire. Le propriétaire, Pierre Ekman, est fier de ses pièces de collection. C'est des petits bateaux qui étaient faits à Dieppe, ça, au 19e. Alors, en général, je les achète dans un piteux état. Et puis je les restaure. Voilà le plus beau Christ que j'ai et qui est le plus ancien. C'est un Christ ancien de la fin du XVIe. Il est fendu, mais c'est normal, l'ivoire en vieillissant se craquelle. Les connaisseurs, souvent aisés, achètent ici pour leur collection privée. Mais beaucoup de passants sont surpris, voire indignés, qu'on ait encore le droit de vendre de l'ivoire. Quand vous entendez à la vitrine les gens passer, « Oh, il travaille l'ivoire, mais c'est interdit !» Alors que ça n'a jamais été... Ça a été réglementé, ce qui était normal, mais ça n'avait jamais été interdit. On leur a tellement martelé dans les médias que... il y en a qui l'ont cru. Mais aujourd'hui, le trafic d'ivoire continue là-bas. Il n'y en a pas de trafic. Pas de trafic? En Europe peut-être. Mais en Afrique, il est en pleine recrudescence. Ici, les massacres d'éléphants continuent et atteignent aujourd'hui des niveaux records. Les saisies se multiplient. L'ivoire est à la mode sur les marchés asiatiques où son prix s'est envolé. Alors qui alimente les réseaux? Et comment opèrent les trafiquants qui ont transformé l'Afrique centrale en plaque tournante de l'ivoire? Yaoundé, capitale du Cameroun. L'un des pays d'Afrique centrale qui met le plus de moyens dans la lutte contre le trafic d'ivoire. Ces centaines de défenses sont la dernière grosse saisie des douanes camerounaises. Elle a été faite le 29 septembre dernier dans le port de Douala. 1 tonne de défense qui était cachée dans un camion. Ce d'ivoire était en transit pour les Nigériens. Les trafiquants, leur pays de destination, leur destination c'est vers l'Asie. Ici au Cameroun, comme une voie comme celle-ci, c'est entre 50 et 60 000 francs. 50 000 francs CFA, soit une centaine d'euros au Cameroun. Mais cette même défense, sur le marché asiatique, sera revendue 500 fois plus cher. Si tout cet ivoire était arrivé en Chine, il aurait rapporté aux trafiquants autour de 500 000 euros. Vu les sommes en jeu, la vie des éléphants ne pèse pas lourd. L'ivoire qui s'étale devant nous représente le massacre de plus de 100 animaux. Ce qui est encore plus grave est que comme vous voyez le point comme ça là, ça veut dire donc que ce sont des bébés, ce sont les petits éléphants qui ont été abattus. Et c'est très très dangereux. C'est même ça que la loi camerounaise interdit. C'est leur forte demande qui encourage
l'abattage ou le braconnage. Cette saisie a été rendue possible grâce à des renseignements fournis par l'homme à la chemise noire, Ophir Drori. Ophir n'est pas un policier, il est responsable de l'association LAGA, une ONG qui lutte contre la corruption et le trafic d'animaux sauvages. Avec les enquêteurs, il va maintenant analyser ces défenses dans les moindres détails pour comprendre la provenance des éléphants et les réseaux qui se cachent derrière cette marchandise. Comment tu dis ça? Abouzi, tu crois? Bon, Abouzi peut être le nom d'un trafiquant, le nom d'un lieu. Vous savez, ça, ce sont typiquement les indices que l'on veut photographier pour les envoyer à des experts internationaux pour essayer de recouper avec d'autres enquêtes. Nous allons prélever des petits morceaux d'ivoire à la base de chaque défense et les envoyer à l'université de Washington pour effectuer leur test ADN. Les résultats de ce test peuvent nous donner des informations sur l'origine de ces défenses, sur la population des éléphants dont elles proviennent. Plus on en sait sur les routes du trafic, plus on va pouvoir essayer d'y mettre fin. Située sur les hauteurs de Yaoundé, l'association d'Ophir mène des opérations coup de poing contre tous les trafiquants de faune sauvage. Commerce de gorilles, de perroquets, de viande de brousse et surtout d'ivoire. L'équipe d'Ophir est devenue l'ennemi numéro 1 des trafiquants. Pour lui, tout a commencé il y a 6 ans. Cet Israélien de 33 ans avait quitté son pays pour voyager dans toute l'Afrique. Il a décidé de créer son ONG au Cameroun lorsqu'il a croisé le regard de ce bébé singe. Des trafiquants de faune sauvage venaient de tuer sa mère. Sans Ophir, il serait mort. Depuis, son engagement pour défendre les animaux n'a jamais cessé. Ça, c'est le pied d'un éléphant. Il a été transformé en tabouret. C'est pour les gens qui aiment les trophées, les gens qui aiment la chasse, qui aiment voir, je sais pas, un tête de lion dans son salon. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça et aussi en demande à l'Europe. Bonjour. Ça va? Ça va. Jean-François Lagros est vétérinaire, spécialiste des animaux sauvages. Il travaille régulièrement pour l'association d'Ophir. Tu as beaucoup de choses à me raconter, hein? Oui. Oui. On va dehors là peut-être? Non? Allez. Jean-François rentre tout juste d'un voyage dans le nord du Cameroun où il a commencé à infiltrer un réseau. Il a noué contact avec un trafiquant en se faisant passer pour un acheteur d'ivoire. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais pas maintenant, ça fait quelques jours alors. Il a besoin de 4-5 jours pour réunir un peu. Tu vois, je crois que c'est un gars qui n'a pas régulièrement la marchandise. Quand il a une commande, il va en brousse, il va trouver des bracos qui ont une défense par-ci, par-là. Et lui, et il fait la vente. Mais c'est pas un vrai trafiquant qui achète, vend tout le temps l'ivoire, tu vois. À mon avis, il y a beaucoup d'ivoire qui passent par Garoua. Il y a l'ivoire qui arrive au Nigeria et ça passe à Garoua. La recrudescence du trafic inquiète Ophir. Les réseaux sont toujours plus discrets et bien organisés. Il y a un lien entre les différents trafics. Le trafic de drogue, le trafic d'armes et celui des produits liés aux animaux sauvages, spécialement l'ivoire. Dans le coup, il y a beaucoup de complicité, de corruption et d'expatriés qui travaillent au niveau international. Ce syndicat du crime coordonne actuellement l'ensemble des activités illicites, non seulement au Cameroun, au Gabon, mais dans toute l'Afrique. La meilleure façon de démanteler les réseaux est de commencer par débusquer les points de vente clandestins. Jean-François est en repérage à la briqueterie. C'est le quartier de tous les trafics à Yaoundé. Ici même, il y a 2 ans, il avait repéré des vendeurs d'ivoire. À l'époque, les autorités avaient fait le ménage. Aujourd'hui, en apparence, l'ivoire a disparu. Mais Jean-François sait que dans les arrière-boutiques, la marchandise est toujours là. C'est un coin dans lequel il y avait beaucoup d'ivoire ici. Donc notamment dans des galeries d'art où les gars avaient des
des sculptures et en plus, évidemment, pas mal de stocks d'ivoire là. Tu vas doucement, s'il te plaît, là. Avance encore, c'est un peu plus loin. Je voudrais bien voir, je vais pas m'arrêter, parce que je pense que c'est pas conseillé. Doucement, là, doucement. Voilà, la, galerie d'art aussi ici, là, il y avait là. La plus grande galerie que j'avais repérée il y a 2 ans, elle est fermée, là j'ai vu. Et la petite, j'arrive pas à voir dedans. Et je peux pas m'arrêter parce que c'est trop risqué. Je dis pas risqué, mais je vais me faire repérer pour pas grand-chose. Surtout ne pas se faire repérer. D'autant que Jean-François a pris rendez-vous cet après-midi avec un commerçant qu'il soupçonne de vendre de l'ivoire. Il se fait passer pour un acheteur potentiel. Nous le suivons en caméra cachée. Jean-François explique qu'il représente une galerie d'art en France, qu'il est intéressé par des pièces en ivoire. Le commerçant a acquiescé, mais il est méfiant. Pendant de longues minutes, il ne nous montre que des statuettes en bois, des bijoux et autres objets en bronze. Pas d'ivoire. Jean-François joue le jeu et fait mine de s'intéresser. Ça vient d'où? Ça vient du Véré. Vous connaissez Véré au Nigeria? Après un quart d'heure de palabres, les vendeurs finissent par déplacer les tableaux derrière lesquels se cache la marchandise. Ça c'est tout récent. Hein. C'est fait ici ça ou pas? C'est fait ici. Oui. Il y a des bons sculpteurs ici. Il y a des bons sculpteurs, des grands sculpteurs. Tout ça c'est l'ivoire. Tout. Ça c'est l'ivoire, patron. Regardez très bien. Ça c'est l'ivoire. Donc tout ça là, tout ce que tu m'as montré là, la cargaison là, c'est combien? Tu as combien de kilos là? Tu as 3 à 4 kilos? 3 kilos? Ici, là, compris, là. Oui, ça peut aller à 4 kilos. En ce moment, le brut, là, c'est à combien là? Tu sais le prix là? Le brut, le kilo, c'est 50 000. 50 000? Oui, le kilo. Ça a augmenté, hein? Oui. 50 000 francs CFA, soit une centaine d'euros le kilo. Les prix ont presque doublé en 2 ans, car la demande chinoise a fait monter les cours. Maintenant, il faut que je m'en aille. Il y a des Asiatiques qui viennent, ils achètent ça. C'est ça, eux, ils nous bouffent le marché, hein, c'est les Chinois, non? C'est les Chinois. Il y en a beaucoup qui achètent ici. C'est vrai? Mais ils achètent que les baguettes, c'est tout, non? Non, ils achètent même les briques, même les ivoires comme ça, même les statuettes, ils achètent. Mais eux, comment ils se débrouillent? Ils arrivent à faire sortir ça. Nous, on ne peut pas faire ça, c'est difficile. Faire sortir du pays, vous dites? Oui. Nous, on a des spécialistes. Vous avez vu ça par exemple? On peut mettre l'ivoire dedans. À l'intérieur, on couvre, mais ça reste statuette. Arrivé, tu casses, tu sors. Casser, vous le Si on monte dans la machine. On ne voit pas à travers. On ne voit pas, même on fait la machine, on voit la terre seulement. Tout est à l'intérieur. Mais tu peux faire que les toutes petites pièces, tu peux pas faire les grosses pièces. Non, ça entre tout. Les Chinois, ils voyagent avec. On voit les. Il y a aussi des Chinois, les diplomates qui viennent acheter. Les diplomates? Oui, les diplomates. Pourquoi? Parce qu'eux, ils peuvent sortir facilement. On ne le contrôle pas. Tu sais ce que je te propose? Tu me dis quel est ton dernier prix. Tu me communiques ça. Cet après-midi, on recommunique pour le reste et on discute de ça. À bientôt alors. À bientôt. Merci bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci bien. 2 heures plus tard, Jean-François reprend contact avec le vendeur. Allô Aziz, tu es où toi? Donc soit tu viens me chercher, c'est ça, et puis et tu m'amènes là-bas, c'est ça? Oui, il faut que ce soit aujourd'hui, oui. Parce qu'après j'ai plus trop le temps là. Oui. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Oui, si tu veux. Allez, à tout à l'heure. Il a peur de tomber dans un guet-apens ou quelque chose comme ça. Donc il propose de venir me chercher pour m'amener là où il est. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à la manière dont je vais m'y prendre pour que ce soit le plus productif possible. Le rendez-vous est fixé dans 1 heure. La transaction doit avoir lieu dans un hôtel du centre-ville. C'est Ophir qui organise l'embuscade avec la police camerounaise. Ok.
Voici l'hôtel. Cette rue part vers le quartier de Bastos et celle-ci vers Minuterie. 2 entrées principales. Il faut sécuriser cette zone. Notre problème principal est d'être sûr d'avoir la bonne personne et que la marchandise est avec lui. 4 policiers participent à l'opération, appuyés par 4 membres de l'association Laga. Les derniers détails réglés, c'est à Jean-François de jouer. Okay. We need to know where to position Julius with the uniforms. So, good luck to everybody. Bonne chance à tous. Tout repose sur toi. Je suis sûr qu'on va réussir. No, it's gonna be successful, I'm sure. Well, let's see. Okay? See you in a while. Okay, thank you. Okay, see you. Yeah, okay. À l'heure prévue, Aziz, habillé en noir, arrive au rendez-vous. Il est accompagné d'un homme qu'il présente comme son oncle, l'homme en tunique. Alors, le voyage, c'était un peu long ou c'était un peu court? Non, c'était pas très long. Tu as amené tout ça? Oui, j'ai amené tout ça. Tu as mis? C'est là, bien. Tu amènes l'arche que je vois là. Et tu fais vite, hein. Faut pas que ça traîne ici. D'accord. À 12 ans. Très bon projet. Notre homme revient 2 minutes plus tard avec un sac de riz. Jean-François vérifie que l'ivoire est bien là. Le flagrant délit est constitué. L'équipe d'Ophir intervient immédiatement. Bonjour, ici. Aziz est tombé dans le piège sans se méfier. Pourtant, l'année dernière, plusieurs personnes de son réseau, celui de la briqueterie, avaient déjà été interpellées de la même manière. Le trafiquant encourt 3 ans de prison maximum et 15 000 € d'amende. C'est un trafiquant, nous allons l'emmener en prison. Aujourd'hui c'est dimanche, demain matin on va dresser le procès verbal contre lui pour le présenter devant la cour de justice. Même s'il a très peu d'ivoire, la quantité n'a pas d'importance, car l'ivoire signifie qu'un éléphant est mort. Peu importe la quantité. Il y avait l'équivalent de 3 éléphants de forêt, je pense, à peu près. 3-4. Ben, pour la prochaine fois, on a sauvé 4 éléphants et je trouve que c'est pas mal. Il y en a entre 23 et 25 000 à peu près qui sont abattus sur le continent chaque année. Quand on en sauve 4 en 1 heure de temps, ben, je trouve qu'on a fait notre boulot pour la journée. Je pense que, comme toujours, nous faisons une bonne équipe. des arrestations comme celle-ci, l'équipe d'Ophir en fait 1 par semaine. Sous la pression des associations, les autorités camerounaises ont fait de gros efforts depuis quelques années en matière d'arrestations liées à la faune sauvage. Elles ne se privent pas de montrer leurs résultats devant les médias. Mais ce qui est vrai au Cameroun ne l'est pas dans les pays limitrophes, où les trafiquants ont encore largement le champ libre. Direction le Congo, au sud-est du Cameroun. Les éléphants sauvages étaient plus de 2 millions il y a un siècle. Ils ne sont plus que 350 000 aujourd'hui dans toute l'Afrique centrale. Là où il y en avait beaucoup, il devient rare d'en apercevoir. Près du village de Mbwambé-le-Fini, on voyait beaucoup d'éléphants attirés par ce point d'eau, qu'ici on appelle la piscine. Voici la piscine des éléphants. C'est ici où se lavent les éléphants en période de sécheresse. C'est en même temps le lieu où les braconniers viennent s'attaquer aux éléphants. C'est ici. Raymond est une personnalité du village. Depuis toujours, sa famille a un rapport magique avec les éléphants et tente de les protéger des hommes. Dans la région, les braconniers superstitieux le craignent. Ils viennent même lui demander l'autorisation de chasser. On peut compter au moins 6 chasseurs d'éléphants ici. Il y a ceux qui quittent des localités un peu lointaines qui viennent nous solliciter pour qu'on puisse abattre les éléphants. Mais non. Mais l'influence de Raymond est de moins en moins efficace. Aujourd'hui, les braconniers se passent de son accord.
Il y a 2 mois, 1 mois, je crois, 1 mois et demi, il y a eu des femmes qui étaient parties chercher les maratassés, les feuilles. Elles ont entendu la détonation des armes automatiques dans la forêt des éléphants. Et ces femmes-là sont sorties de la forêt en courant. Mal. Mais tout ça, c'est quoi? Ça prouve que réellement les éléphants sont menacés. Nous ne voulons plus que les éléphants soient menacés. Donc, mon père, avant sa mort, souhaitait qu'une organisation non gouvernementale vienne s'installer ici à la Léfini pour mettre les garde-fous afin que les braconniers ne s'approchent plus de la piscine des éléphants. Ces images sont rares. Elles ont été tournées en 2004 par Jean-François Lagros, le vétérinaire du Cameroun. Il a suivi des chasseurs d'éléphants pendant 11 jours dans la forêt vierge, avec l'intention de dénoncer l'horreur des carnages. Pour immobiliser l'animal, les chasseurs lui ont coupé les talons à la machette. Il a fallu 1h30 à ces braconniers pour achever cette bête et lui voler son ivoire. Nous avons rencontré 2 braconniers. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. Il se définit comme un chasseur d'éléphants à l'image de ses ancêtres. Et de son point de vue, ce sont les conventions internationales qui ont fait de lui un hors-la-loi. Je suis braconnier. Disons, la tradition africaine implique à tout citoyen, vu que nous sommes nés dans la forêt. Ça veut dire le braconnage, c'est une affaire de lignée. Et le braconnage commence pour se nourrir. Mais actuellement, avec les conditions de vie qui sont médiocres, les opportunités néantes, nous sommes obligés de faire le braconnage pour chercher à s'en sortir. Les défenses d'éléphants sont vendues selon la taille et le poids. À notre niveau, les intermédiaires prennent chez nous à 20 000 francs. 20 000 francs, soit 35 € le kilo. L'ivoire rapporte gros. Un braconnier gagne en moyenne 700 € pour une paire de défenses. Une manne, lorsqu'on considère que le salaire moyen au Congo est de 55 € par mois. Mais les braconniers ne sont pas les seuls à tirer profit du trafic d'ivoire. Tout le système est corrompu vu que pendant la bourse, il y a les gens qui ont été formés, les éco-gardes qui sont là, mais qui sont même complices de cette tuerie vu que vous leur donnez quelque chose pour y passer. Donc on dit que nous sommes complices. Pour mesurer l'ampleur du business que représente aujourd'hui le trafic de l'ivoire, il faut traverser le fleuve qui marque la frontière. De l'autre côté, c'est la République démocratique du Congo et sa capitale, Kinshasa. Kinshasa, 10 millions d'habitants, une ville minée par la corruption et les trafics en tout genre. Sur le marché central, impossible de filmer ouvertement. Nous nous y rendons en caméra cachée. Officiellement, l'ivoire est interdit. Mais au bout de l'allée principale, les étalages regorgent de marchandises. Tout ça, c'est en ivoire. Oui, c'est en ivoire, oui, en fait. Personne ne se cache. De toute façon, les autorités ne se montrent jamais ici. Moi, je peux pas ramener ça en France. Mais pour les cheveux, c'est pas grave. Je me fais arrêter. Tout dans la tête, on ne dérange pas. Mais qu'est-ce qui achète ça? C'est les Chinois. Presque. C'est ça les cachets, les trucs chinois. C'est les cachets. Et ils font quoi avec ça? C'est les cachets, non? On met dans les corps. Partout, des tampons chinois, appelés les Anko. La classe bourgeoise en raffole en Extrême-Orient. Ici, les principaux acheteurs sont les Chinois. En 10 ans, 500 000 Chinois se sont installés en Afrique. Entreprises de BTP, vente de produits made in China sur les marchés locaux, les échanges commerciaux entre le continent noir et la Chine ont explosé. Les conteneurs de marchandises voyagent aisément, ce qui a facilité les trafics illicites, comme ceux de l'ivoire.
L'ivoire de contrebande est sculpté ici même, à Kinshasa, dans des ateliers clandestins. Nous avons obtenu l'autorisation d'en filmer un. Dans ce pays, 500 sculpteurs comme cela vivent du travail de l'ivoire. Le responsable de cet atelier, Jean Mallet, a accepté notre caméra pour montrer la qualité de son artisanat et défendre son savoir-faire. L'artiste n'est pas un braconnier. L'artiste, il fabrique son art à partir de l'ivoire. Mais il ne tue pas les éléphants. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu un éléphant. Les artistes ne tuent peut-être pas les éléphants, mais leurs fournisseurs, oui. Les défenses sculptées à Kinshasa arrivent principalement du parc national de la Salonga, situé à 2 jours de pirogue de la capitale. C'est une réserve où l'on ne compte plus que 2000 pachydermes. Et pour combien de temps encore? Si on nous dit d'arrêter de travailler l'ivoire, c'est vraiment... c'est regrettable. C'est regrettable et puis bon, nous n'accepterons jamais ça. Parce que c'est notre métier. Vous voyez, le métier de l'ivoire, c'est l'héritage que nos pères nous ont légué, nous a laissé. Vous voyez, c'est une... comment dirais-je... c'est un métier sacré pour nous. On ne peut pas les laisser. À Kinshasa, le marché de l'ivoire est tellement important que personne n'ose encore s'y attaquer. Mais la lutte contre les trafiquants marque déjà des points de l'autre côté de la frontière, à Brazzaville. Nous retrouvons Ophir. Il est en train de construire un réseau d'associations dans tous les pays d'Afrique centrale pour créer un front international contre les trafiquants. Il continue les négociations. Adelph doit voir le vendeur tout à l'heure, là, d'ici 1 heure ou 2. Oui. Et donc c'est le numéro qu'il avait depuis hier, mais il ne sait pas encore quelle quantité d'ivoire le vendeur va proposer. Mais lui, apparemment, il en a vu, il disait que c'était beaucoup, mais... Luc Matteau est responsable d'une association locale. Ophir et lui n'en sont pas à leur première opération commune. D'ailleurs, c'était comme ça. Alors, un instant. Adelph, on est près de la tour Nabemba. Donc on arrive. Ces 4 hommes sur le trottoir appartiennent à la filière des ivoiriers de Kinshasa. Devant nous, ils sont interpellés. Ils venaient tout juste de traverser le fleuve pour écouler leurs marchandises. L'association d'Ophir leur avait donné rendez-vous avant de prévenir la police. Même méthode que celle utilisée au Cameroun, ils sont tombés dans le piège. Dans leur sac, un trésor, 30 kilos de statuettes. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a porté un coup au réseau de Kinshasa. L'important, c'est de leur faire mal. Là, vous n'avez qu'une seule livraison. Mais imaginez les dégâts qu'ils ont causés pendant des décennies. Avec un peu de volonté, on peut faire appliquer la loi. Vous savez, ce genre d'arrestation dans les pays voisins, ça n'arrive jamais. Et nous, on veut changer ça. On veut reproduire ce genre d'opération coup de poing dans tous les pays de la région. La communauté internationale n'a pas encore pris conscience de l'ampleur du phénomène. Les ONG se battent de leur mieux pour ralentir l'extinction des éléphants, mais cela ne suffira pas. Pour mettre un terme à ces trafics juteux, il faudra une volonté politique de tous les États, la Chine en tête.